Bien. Alors, premier sujet évident, c'est déjà de prendre conscience que dorénavant, ça fait déjà plusieurs années qu'on est sur cette évolution, mais il est impossible de penser en desktop first. Donc, on est dans une époque où l'usage majeur sur le web, c'est l'usage mobile. Donc, ça veut dire qu'il est vraiment définitivement important de commencer à ne travailler que sur la version mobile pratiquement. En tout cas, c'est celle qui doit être optimisée, c'est celle qui doit être pensée comme étant la plus importante de l'ensemble des versions d'un site web. Donc, donc voilà, prenez le parti dorénavant de ne travailler en priorité que la version mobile, parce que le reste, clairement, certains verticaux, mais sur la plupart des verticaux, on est vraiment dans une période où le mobile first est devenu l'élément donc prégnant. Un autre sujet que je voulais aborder avec vous. Alors pourquoi parler du déclin du search? Parce que y a réellement un déclin. Sauf que ça reste le canal le plus important et que ça veut dire qu'il y a une façon de voir le problème qui donc ne tient pas compte forcément de la baisse de performance de ces canaux. Donc si on regarde déjà le SEO, il faut savoir que Google envoie de moins en moins de trafic organique en proportion. Donc, le trafic de Google continue donc de croître. Le trafic qu'il envoie est en train de décroître. Donc là, vous avez une étude qui a été faite à partir des données de JumpShot et qui montre que déjà, il y a un déclin des clics envoyés par Google à des sources différentes de ses propres properties, de ses propres sites, et qu'il y a en plus un déclin de la proportion de clics qui est envoyé à ces sites externes. Et donc là, le résultat, c'est que le gâteau SEO est en train de se réduire. Alors c'est une réduction qui est marginale, mais qui est significative, parce que c'est la première fois que ça apparaît depuis 20 ans. Donc c'est un élément nouveau. Alors qu'est-ce que ça doit changer de votre stratégie? Alors la baisse, elle est marginale. Donc ça veut dire qu'il y a encore une majorité de sites dont le premier canal est le SEO. Et le search représente parfois plus d'une visite sur deux, une visite, donc on a jusqu'à 60%, 65% du trafic qui peut venir du search. Donc il ne faut pas jeter le bébé et l'eau du bain, il faut continuer à travailler son SEO. Par contre, il faut être conscient qu'aujourd'hui, eh bien, le gâteau se réduit, et ça veut dire que si vous voulez gagner du trafic SEO, c'est forcément en augmentant votre visibilité au détriment de vos concurrents. Donc c'est comme ça que ça se passe. Avant, si on avait juste gardé sa part de voix sur Google, eh bien, on avait une augmentation du volume de trafic qu'on obtenait parce que le volume de clics envoyés par Google augmentait régulièrement. Ce n'est plus le cas. Donc, pour arriver à avoir plus de trafic, plus de clics, c'est forcément une augmentation de votre part de voix que vous cherchez à avoir. Donc, c'est plus difficile parce que tous vos concurrents cherchent à faire strictement la même chose. Alors, côté SIA, puisqu'on parle du search, eh bien, les choses évoluent aussi. Donc là, déjà, on vient de connaître une période dans laquelle les investissements en search ads ont baissé de manière significative à cause de la crise du Covid. C'est un accident de parcours dans une croissance continue depuis des années qu'a connu Google, qu'a connu Bing dans les investissements en search ads. Alors, ok, mais cette évolution qui est très conjoncturelle, il faut savoir que ces dernières semaines, en fait, on voit les investissements qui repartent donc sur les search ads. Elle cache en fait une évolution plus structurelle que l'on voit depuis des années. C'est que la croissance des investissements en search ads est en train de se réduire. Ça ne veut pas dire que ça baisse, ça veut dire que chaque année, on a une croissance qui devient de plus en plus petite. Donc là, ça faisait une dizaine d'années que chaque année, on avait 20% d'investissement en plus. Là, en ad spend, c'est tombé à 14% aux États-Unis et dans beaucoup de pays d'Europe, c'est la même chose. Donc ça veut dire que ça se tasse et que les investissements publicitaires, eh bien, ils vont ailleurs. Du coup,
ce que Google recommande par ailleurs, c'est de changer votre manière de cibler vos prospects, vos clients, etc. Et de passer au ciblage d'audience et plus de travailler sur un ciblage par mots-clés. Alors, c'est une constante, hein, donc si vous avez accès à des gens chez Google qui vous aident à faire vos campagnes, vous avez sans doute noté à quel point ils vous poussent à passer au ciblage d'audience et à abandonner de plus en plus le ciblage par mots-clés. Alors, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que la recherche vocale a modifié la donne. Le matching entre les annonces et les mots-clés est moins efficace parce que à chaque fois que quelqu'un utilise la recherche vocale, il va exprimer sa question en langage naturel, qu'il y a donc des dizaines, des centaines de questions différentes qui en fait appellent la même réponse. Donc on a une augmentation assez spectaculaire des formes de requêtes pour demander la même chose. Et donc le matching par mots-clés ne permet plus de cibler, de toucher tous ces cas de réponses formulées de manière différente. Et donc, la seule façon de faire face à cette dégradation, à cette érosion du reach, donc de la capacité à atteindre la cible, c'est de passer au ciblage d'audience. Et plus l'adoption de la recherche vocale progresse, plus donc évidemment ce phénomène devient problématique. On l'a vu tout à l'heure, en plus, par ailleurs, Google fournit moins d'informations marketing. Or, c'était, je dirais, l'un des intérêts de ce canal-là, c'est-à-dire d'avoir un accès très très important à des données hyper précises sur les comportements des utilisateurs, sur ce qu'ils cherchaient, etc. Et donc d'avoir des campagnes qui étaient particulièrement efficaces. Le fait que Google a, donc pour des raisons stratégiques et pour des raisons de respect des règles de privacy, décide d'arrêter de donner ces données marketing-là, ça veut dire que là aussi, on a une baisse, disons, de l'intérêt pour ce canal-là, forcément. On n'a plus accès à ce qui faisait la spécificité de ce canal-là. Alors, c'est encore un problème, je dirais, qui n'est pas total, hein, qui est juste donc un élément de plus pour expliquer un certain désamour de certains annonceurs pour les search ads. C'est pas forcément suffisant pour donc changer là aussi sa stratégie complètement par rapport au search. Donc, est-ce qu'il faut donc basculer mon budget search ads sur autre chose? Et une fois de plus, je vous dis surtout pas. Il faut surveiller quand même vos dashboards pour voir si vous n'avez pas une érosion du ROI. Mais c'est encore l'un des canaux les plus performants, sans conteste. Hein, là, je vous donne un exemple qui sort de SimilarWeb, d'un site dont le search représentait ces temps-ci jusqu'à 45,51% donc des clics. Donc le ciblage par mots-clés est en plus toujours là, hein, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est moins efficace qu'avant en termes de reach. Donc ça mène une certaine baisse des performances des campagnes, mais c'est encore là. Donc ça veut dire que la supériorité du canal search sur les autres canaux reste vraie encore aujourd'hui. Alors, ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a donc une baisse donc progressive des investissements sur les search ads. On a déjà pas mal d'annonceurs qui ont transféré des budgets sur Amazon, sur donc la partie payante de la publicité Amazon, sur Amazon Ads, mais aussi sur donc, tout ce qui est promotion sur le réseau d'Amazon. On a aussi des gens qui donc ont baissé leur budget publicitaire pour augmenter leur capacité à optimiser leur campagne avec des outils modernes, des outils qui font du smart bidding, des outils qui utilisent le machine learning pour optimiser les campagnes. Ça coûte de l'argent et ils le prennent sur leur budget d'investissement pour faire ça. Donc, quand on regarde la somme totale des investissements en outils et en dépenses publicitaires, déjà, on récupère une bonne partie des 6 à 10% qui sont perdus en baisse d'investissement pub. Alors, on a aussi des secteurs dans lesquels les gens ont tellement augmenté leur
investissements en Search Ads qu'on atteint donc un certain plafond de verre, à partir duquel on est à un reach qui peut difficilement être dépassé, être augmenté sans diminuer, je dirais, la rentabilité marginale des campagnes. Et donc, on a par contre une baisse du ROI pour tout le monde. Donc, ça veut dire que pour atteindre le même résultat, il faut dépenser plus. Et donc, du coup, ça veut dire qu'il y a certains cas dans lesquels on est à la limite de l'exercice. Donc voilà, donc ça explique la baisse des investissements. Mais malgré ces changements un peu importants, si vous entendez autour de vous que ça ne vaut plus le coup de dépenser de l'argent dans des search ads, sachez qu'il y a des raisons pour penser comme ça, mais que rien ne justifie de vraiment basculer de manière massive des budgets sur autre chose aujourd'hui. Alors, un autre sujet majeur, qui est plus technique cette fois-ci, sur lequel je voulais donc vous donner quelques insights, c'est donc les changements apportés par une nouvelle façon de fabriquer des sites web, que sont les frameworks JavaScript. Par framework JavaScript, j'entends donc les technologies basées sur AngularJS, sur Vue.js, sur React.js. Et les frameworks JavaScript aujourd'hui sont extrêmement populaires dans la communauté du développement. Et il n'est pas rare en fait que les directeurs techniques arrivent donc en ce moment avec des projets de migration d'une ancienne plateforme faite de manière traditionnelle avec un serveur web qui fabrique le HTML jusqu'au bout, à donc ces versions en framework JavaScript dans lequel le langage JavaScript peut être utilisé côté serveur, côté client, un mix des deux, enfin on a toutes les situations. Alors est-ce que c'est une bonne chose? Alors franchement ça dépend. Ça dépend, et en fait ça dépend beaucoup de la qualité de l'implémentation et donc du recul que les équipes de développement ont par rapport à cette technologie-là. En fait, c'est potentiellement un cauchemar à recéter et à maintenir si c'est mal fait déjà. Donc, ça veut dire que certains regrettent déjà d'avoir fait cette bascule simplement parce que ça a été mal implémenté. Si c'est pas fait dans les règles de l'art, c'est pareil, ça donne un code lourd et peu performant. C'est une réalité. Donc là, à droite, vous avez un test qui a été fait pour comparer donc les temps de réponse au niveau notamment de la charge du processeur avec des sites faits avec React, Angular, Vue.js et jQuery, et puis avec une référence avec des sites qui sont faits avec d'autres technologies. Ben, on voit clairement qu'il y a un problème de ce côté-là et que, en théorie, on a effectivement quelque chose qui peut dégrader les performances si on n'y prend pas garde. Et par ailleurs, il n'y a pas encore si longtemps, toute la communauté SEO vous disait que c'était une très mauvaise idée pour le référencement. Aujourd'hui, par contre, comme Google a changé, ça n'est plus forcément une mauvaise idée. Car Googlebot exécute le JavaScript. Et oui, et ça change les choses par rapport au SEO. Donc en fait, avant, lorsque Google téléchargeait une page web, il téléchargeait le HTML et n'exécutait pas le JavaScript. Donc depuis des années, donc Google avait commencé à chercher à exécuter le JavaScript pour arriver à comprendre ce que ces scripts changeaient sur la page et pour arriver éventuellement à identifier du contenu et notamment des liens qui étaient générés en JavaScript. Pendant très longtemps, l'outil qui était utilisé, c'était une très vieille version de Chrome et on avait un décalage entre ce que voyait Google et ce que voyaient les utilisateurs. En plus, je dirais, la version donc de ce navigateur qui testait les pages était donc toujours très très lente à intervenir. Donc on avait pendant des jours la version classique HTML de la page qui était crawlée et indexée. Et puis après des jours et des jours, on avait éventuellement une nouvelle version du contenu qui était indexée à cause de ce décalage. Mais depuis quelques mois, en mai 2019, on a eu la bascule sur une nouvelle version du bot de Google, qu'on a appelé Googlebot Evergreen, qui est en fait basé sur la dernière version donc de Chromium maintenant. Et donc, on n'a plus ce décalage. Donc, on peut dire qu'à peu de choses près,
ce que voit un utilisateur est vu par Google. Ce que voit un utilisateur sur son navigateur, eh bien, Google voit strictement la même chose, même si ce que voit un utilisateur est généré en JavaScript, et même si c'est généré avec un framework genre Angular, JS, Vue.js, Ember.js, n'importe quel framework. En plus, depuis l'automne 2019, on a une réduction nette du temps d'attente pour que la page soit analysée après exécution de JavaScript par Google. Donc, au passage, le user agent a changé. Donc, ça, c'est important de connaître la nouvelle signature du bot. Donc, vous la trouverez sur ce slide lorsque vous récupérez la présentation. Et donc, aujourd'hui, on a un processus de crawl et d'indexation qui a changé. Donc, là, on a toujours le crawl normal qui aboutit derrière une indexation sans passer par l'exécution du JavaScript. Et donc, quelques secondes après le premier processing de la page par le crawler de Google, il y a le lancement du service WRS qui sert effectivement à exécuter le JavaScript, récupérer du contenu qui peut être le même ou qui peut être différent pour arriver à l'ajouter au contenu indexé par Google. Alors, il y a une petite différence. Quand j'ai dit que c'était la même chose, visuellement, c'est la même chose. Après, Googlebot, parce que c'est un bot de moteur de recherche, a un comportement subtilement différent qu'il faut connaître. Donc, déjà, Googlebot forcément respecte le robots.txt. Donc, c'est une légende urbaine chez les SEO, un mythe SEO, de dire que les bots de moteur de recherche ne respectent pas le robots.txt. Si. Et donc, si vous bloquez certaines ressources, Google ne pourra pas les utiliser pour rendre la page normalement. Il ne supporte pas les règles de mise en cache HTTP. Il ne supporte pas non plus les fonctionnalités basées sur un stockage local, notamment les sessions, les variables locales, etc. Et donc, surtout, pour des raisons de performance, quand votre script est très, très lent, il abandonne très vite. Donc, il peut arriver effectivement qu'une partie de votre contenu généré en JavaScript ne soit jamais découvert par Google, tout simplement parce que, il va arrêter d'exécuter tel ou tel script en 1 ou 2 secondes, alors qu'il faut 10 secondes pour arriver à générer le contenu. Donc, quel impact pour le SEO? Eh bien, générer le contenu en IGS est aujourd'hui tout à fait envisageable, tout à fait possible. Par contre, c'est OK pour Googlebot et Bingbot, parce que Bing a connu en parallèle la même évolution. Et d'ailleurs, Bingbot utilise aussi Chromium. Par contre, pour les autres bots, Yandex, donc BaiduBot, etc., là, on a toujours un problème, c'est-à-dire que ces moteurs de recherche indexent les pages à l'ancienne. Et donc, sachez que si vous avez des sites qui sont présents à l'international, ça va être donc une limitation. Cette technologie peut poser problème pour avoir un bon référencement sur des moteurs autres. Un site Full.js, donc par contre, peut maintenant être exploré correctement, être indexé correctement et se positionner normalement. Car le problème qu'on avait jusqu'à une époque récente, c'est que même si le site était exploré et indexé correctement, parfois on n'arrivait pas à obtenir un positionnement parfait en utilisant les méthodes basées sur les frameworks JavaScript. Aujourd'hui, c'est possible, mais ça demande quand même un accompagnement par une agence SEO qui sait de quoi elle parle sur ces sujets-là, parce que, il y a encore des contraintes qui font que, pour avoir un référencement parfait, il faut savoir implémenter très correctement les frameworks JS sur un site Internet. Conclusion, c'est clair que si votre site est lent, s'il est mal codé, si son architecture est inadaptée, le référencement sera encore aujourd'hui potentiellement dégradé. Par contre, si votre site est rapide, bien codé et que l'architecture est cohérente, alors vous aurez un référencement tout à fait correct, similaire à ce que vous auriez obtenu avec une technologie à l'ancienne. Et évidemment, si vous continuez à faire des sites avec une technologie dite server-side rendering, donc dans lequel le HTML, le JavaScript, le CSS sont générés côté serveur et il ne se passe rien côté client sur votre navigateur, dans ce cas-là, ça pose absolument aucun problème. C'était tout à fait correct avant, c'est tout à fait correct après. Alors, il y a quand même des contre-indications claires par rapport à ce genre de technologie. Si votre code JS consomme trop de temps CPU, ça va poser d'énormes problèmes. S'il y a trop de time-out, si vous apercevez qu'en fait,
certaines ressources sont lentes à charger, qu'il y a des scripts tiers qui mettent un temps infini à s'exécuter, ça va empêcher une partie de votre contenu d'être vu. Donc, votre contenu, par ailleurs, ne peut pas être mis en cache longue durée. Donc là, si c'est le cas, si la mise en cache longue durée ne fonctionne pas, je dirais, vous n'aurez pas le meilleur des mondes possible en matière de référencement. Et si vous n'avez pas d'URL normale et une structure de site avec des pages multiples et une arborescence, c'est en clair si vous avez un site qui est sous forme de SPA, de Single Page Application, dans lequel on voit une seule page et qu'ensuite c'est votre navigateur qui permet à l'internaute de charger des contenus qui se génèrent dans son navigateur et pas du tout sur le serveur web, eh bien ce genre de site, en fait, ne permet pas d'avoir un bon référencement. Il faut avoir une arborescence classique. Alors, par rapport à ça, par rapport à l'arborescence classique, la chose qu'il faut regarder de près tout de suite, c'est à quoi ressemblent les URL. Est-ce que vous avez des URL qui ressemblent à des URL normales, ou est-ce que en fait, on a une syntaxe qui utilise des paramètres derrière un hash dans l'URL, dans ce qu'on appelle la syntaxe en fragment. Si vous avez ça, ça ne marchera pas. Vous aurez un mauvais référencement. Donc, il faut utiliser des URL normales. Et comme je vous l'ai dit, donc il ne faut pas de single page application. Je vais passer puisque j'en ai déjà parlé. Alors, la bonne recommandation aujourd'hui, quand on utilise des frameworks JavaScript, c'est soit de faire de l'hybrid rendering ou une approche qu'on dit universal avec itération. Alors, je reviens sur l'hybrid rendering. Ça signifie en fait qu'on va générer avec du code JavaScript sur le serveur une partie du code, et pas tout, mais la partie du code qui est essentielle, et en particulier pour le référencement. Ça veut dire que côté serveur, on va servir une page qui aura au moins les balises SEO, qui aura au moins les liens vers les images les plus importantes de la page, qui aura au moins les textes qui ont besoin d'être indexés facilement par les moteurs de recherche. Et après, une fois que ce code est reçu dans le navigateur de l'internaute, eh bien, il y a du code JavaScript qui va s'exécuter pour compléter la page, améliorer l'expérience utilisateur, améliorer donc le layout. Et tout ça, ça permettra d'avoir derrière quelque chose qui combine le meilleur des deux mondes. Donc, un très bon référencement avec un code qui permet d'indexer facilement à l'ancienne donc le contenu, et d'avoir une amélioration de l'expérience utilisateur côté navigateur, et aussi de ne pas dégrader les performances. Donc ça, c'est intéressant. Donc ça, c'est la rendition hybride. Donc on fait à la fois une génération de contenu côté serveur et côté client avec le bon dosage. Ou alors ce qu'on peut faire, ça c'est disons plus facile techniquement, c'est de l'itération. Donc là, le principe, c'est je génère tout côté serveur et tout côté client. La version côté serveur est mise en cache. Elle est facilement indexable et crawlable par les moteurs de recherche. Elle est très performante. Elle est facile à mettre en cache aussi. Par contre, elle peut être obsolète au moment où l'internaute la consulte. Donc, lorsque la personne qui veut voir la page va la consulter dans son navigateur, le code JavaScript de la page va rafraîchir toutes les informations pour présenter une page à jour. C'est ce qu'on appelle l'itération. Voilà, donc on rafraîchit la page. Eh bien, cette technique-là est plus facile à mettre en œuvre d'un point de vue développement. Et donc, c'est une nouvelle façon de faire qui est très, très efficace et qui est possible avec les principaux frameworks du marché, donc React, Vue et Angular. Alors, donc, du coup, est-ce que ça a changé les recommandations par rapport au contenu masqué en JS? Oui, oui. Oui, alors en fait, les contenus masqués dans des onglets ou des accordéons côté mobile sont indexés et parsés par Googlebot. Alors, autre sujet, qui en 2021 va devenir un vrai sujet universel, c'est les performances. Donc là, Google a annoncé qu'ils allaient prôner de nouveaux indicateurs pour inciter les gens à travailler leur performance, pas uniquement sur des critères purement techniques, mais sur des critères d'expérience utilisateur. Donc ils introduisent 3 indicateurs nouveaux: le Largest Contentful Paint, le First Input Delay et le Cumulative Layout Shift. Donc là,
Le premier indicateur, ça correspond au temps nécessaire pour charger l'élément qui est le plus apparent sur la page. Donc voilà. Et ça, si c'est très très long, ça veut dire que d'un point de vue utilisateur, même si vous avez une page qui a commencé à s'afficher, tant qu'il n'a pas l'élément le plus évident sur la page qui n'est pas chargé, eh bien, on ne peut pas considérer qu'il sent en fait que la page est complètement chargée. Donc, les autres indicateurs étaient des indicateurs qui tenaient compte essentiellement du chargement du code, du chargement du DOM, etc. Et ça, c'est évidemment quelque chose qui ne correspond pas à l'expérience utilisateur. Le Largest Contentful Paint a plus de sens. Le feed, c'est l'interactivité. C'est-à-dire, en fait, combien de temps il s'écoule entre le moment où on voit apparaître la page et le moment où on peut interagir avec la page. Ça a du sens parce que si donc vous attendez 20 secondes avant de pouvoir cliquer sur un lien, c'est forcément quelque chose qui va être mal perçu par l'utilisateur. Et le Cumulative Layout Shift, c'est quelque chose qui est perturbant pour l'utilisateur. C'est lorsque une page se charge, le fait que l'apparition successive des différents blocs sur la page puisse donc faire bouger des éléments, réordonner des éléments, etc. En fait, l'important, c'est que très très vite, la page soit stable et ne bouge plus après le lancement du chargement des différents scripts et des différents éléments. Voilà. Donc ça, c'est les 3 indicateurs que Google pousse. Et comme ils veulent que les gens comprennent, eh bien, ils ont été jusqu'à annoncer que ça allait devenir un critère de classement dans l'algo de Google en 2021. Alors, quel va être l'impact de ça? Eh bien, ça va être donc un impact qui va être difficile à prédire. Un impact qui va être plus fort qu'aujourd'hui, forcément. Sinon, il ne ferait pas cette annonce, je ne comprendrais pas. Mais pas trop fort dans la mesure où la performance influence l'expérience de recherche. Donc ça c'est intéressant pour Google d'inciter les gens à améliorer l'expérience de recherche. Mais la performance n'a aucun rapport avec la pertinence. Donc ça veut dire que concrètement, on ne peut pas avoir un indicateur qui est utilisé comme signal, comme score par Google dans son algorithme de classement, qui tienne compte de ça sans perturber quelque part la pertinence du classement. Ok, alors avec quels outils vous pouvez tester cela? Vous avez les indications qui apparaissent dans PageSpeed Insights, par exemple, dans le rapport du X de Chrome, dans la Search Console. Alors dans les DevTools, vous ne pourrez pas tester le HID pour information. Et il y a une extension également qui s'appelle Web Vitals, qui permet de récupérer très très rapidement ces indicateurs sur n'importe quel site web. C'est une extension Chrome que je vous invite à essayer, à installer. Ça vous permet de vous rendre compte très très vite des performances de vos pages, mais aussi de celles des concurrents. C'est assez rigolo. Ah, et dernier sujet. Donc je sais qu'il y a quelqu'un qui avait demandé si on allait parler de ce sujet-là aujourd'hui. Dernier sujet qui est vraiment un sujet de disruption, c'est comment est-ce qu'on va survivre dans un monde sans cookies tiers. Et ça, c'est clairement une révolution. Alors, déjà, c'est quoi un cookie tiers? Eh bien, en fait, lorsque l'on pose un cookie, normalement, ce cookie, il est valable sur un certain domaine. Et suivant la technique que vous utilisez, ça sera possible pour une page web de récupérer l'information du cookie ou pas. Donc, lorsque ce cookie émane de votre domaine et que c'est une page web de votre domaine qui veut récupérer l'information, c'est ce qu'on appelle un cookie first party, et c'est toujours possible. Voilà. Ensuite, il y a les cookies tiers. Donc là, ça veut dire que éventuellement l'information doit être récupérée par une page qui n'appartient pas à votre domaine. Donc ça, c'était potentiellement possible dans le passé. Et aujourd'hui, le problème, c'est que les navigateurs commencent à refuser le support de ces cookies tiers. Et on va avoir une situation dans laquelle, progressivement, eh bien, ces cookies tiers ne pourront plus être utilisés par les différentes plateformes, notamment les plateformes publicitaires, les plateformes de retargeting.
Donc là, vous avez la timeline de tout ce qui s'est passé avec, je dirais, différentes évolutions de la réglementation et différentes évolutions également donc des navigateurs qui ont commencé à arrêter de supporter les cookies exactement de la même façon et les cookies tiers en particulier. Donc ceux qui ont été pionniers là-dedans, c'est Safari et Apple. Ils ont été suivis ensuite assez vite par Firefox. Et Google et Chrome, ils ont un peu résisté au mouvement, hein, parce qu'on connaît la dépendance de Google au modèle publicitaire. Mais au bout d'un moment, ils se sont dit, OK, de toute façon, il va falloir qu'on suive le mouvement. Et donc, ils ont annoncé qu'en 2022, qu'il n'y aurait plus de support de cookies tiers sur Chrome. Donc, et eux, ils commencent à proposer une alternative qui s'appelle la Privacy Sandbox. Donc, si vous voulez savoir exactement comment tout ça va se passer, je vous donne le lien vers l'article de blog de Chromium, sur le blog de Chromium, qui précise effectivement l'annonce de Google sur l'arrêt du support de cookies tiers en 2022. Alors, quelles conséquences? Les conséquences, elles sont importantes. C'est mieux pour les utilisateurs parce qu'on a effectivement potentiellement un meilleur respect des règles de privacy, donc c'est clair de ce côté-là. Par contre, si on parle de retargeting, le retargeting aujourd'hui ne fonctionne pas bien sans cookie tiers. Donc ça veut dire que ça rend le retargeting très très difficile à gérer, voire impossible à gérer. Du coup, il faut des nouvelles solutions de ciblage d'audience, puisque celles qui sont basées sur des données tiers vont devenir inutilisables. Et ça veut dire que si vous êtes annonceur, il vous faut d'ores et déjà, dès maintenant, un plan de recette de données first party. Parce que si vous n'avez pas assez de données de ciblage first party, vos campagnes vont devenir beaucoup moins efficaces qu'avant. Et pour les éditeurs, eh bien, ça veut dire qu'une nouvelle perte de revenus est à prévoir, en sachant que le phénomène a déjà commencé parce que entre les changements de prise en compte sur Firefox, sur Safari, avec les conséquences qu'ont eu les adblockers sur le blocage des cookies, 64% des cookies sont déjà rejetés aujourd'hui et ça veut dire que ça a déjà dégradé les performances des campagnes dans pas mal de cas. Alors, est-ce qu'il y a des alternatives? Alors, techniquement, oui. L'alternative, c'est de remplacer un cookie par un identifiant qui est normalement anonymisé et qui permet en fait d'associer un certain nombre d'attributs, donc de comportements, à cet identifiant. Et donc, du coup, on va pouvoir cibler des identifiants sans avoir forcément, en théorie, le moyen de relier l'identifiant à une personne physique. Donc là, on va pouvoir cibler la publicité à quelqu'un qui a cet identifiant, mais on ne sait pas qui c'est derrière. Donc ça permet de réunir le meilleur des mondes. C'est-à-dire, d'un côté, avoir encore la possibilité de cibler des campagnes de manière intelligente et d'avoir des campagnes avec un bon ROI, et de l'autre côté, d'arrêter d'utiliser les cookies. Sauf que aujourd'hui, qui est capable d'imposer ce système d'identifiant? Eh bien, les grandes plateformes des GAFAM, notamment Google et Bing. Et en dehors de Google et Bing, personne ne sera en mesure de collecter suffisamment d'informations sur le comportement des utilisateurs pour arriver à faire des identifiants utilisables. Donc, conclusion, les GAFAM risquent de sortir renforcés en tant que plateforme publicitaire avec cette évolution. Donc là, avec une approche dont l'objectif était au départ de protéger donc les données personnelles des utilisateurs, de protéger leur privacy, eh bien, on arrive à quelque chose où finalement, on a pour l'instant des alternatives qui sont essentiellement du côté de Google, de Microsoft et des GAFAM. Donc c'est évidemment un problème. En tout cas, ça veut dire que dès aujourd'hui, il faut quand même vous inquiéter de savoir comment vous allez pouvoir maintenir une certaine efficacité de vos campagnes dans un monde dans lequel on ne peut plus utiliser de cookies tiers. Donc là, déjà, la question, c'est comment est-ce que vous utilisez aujourd'hui les cookies et quelles sont les données que vous récoltez avec vos first party cookies. Donc c'est important dans les mois à venir de vous dire, OK, j'ai besoin d'en savoir plus
sur mes clients. J'ai besoin d'en savoir plus sur leur comportement et que ces données soient chez moi et que je les protège aussi. Hein, il faut appliquer le RGPD. Mais vous aurez besoin en tant qu'annonceur d'avoir ces informations chez vous de manière à pouvoir les utiliser. Si vous avez besoin de tiers pour réaliser des campagnes efficaces, ça va être compliqué. Il y a une question qui a été posée, donc je vais écouter la question. Vous connaissez la stat globale d'utilisation de l'adblock depuis difficile? Alors non, en fait, il y a des chiffres qui traînent sur le net qui sont tous très différents. Puisque en fait, déjà, il faudrait 2 chiffres d'usage des adblocks. C'est combien de gens ont une extension d'adblock installée. Donc là, c'est plus de 2 personnes sur 3, hein, donc aujourd'hui, qui ont un adblocker installé sur un navigateur. Enfin, sur les navigateurs, donc 2 personnes sur 3 ont un adblocker installé. Et après, il y a l'utilisation de l'adblocker. Et là, c'est les prestataires, enfin les gens qui fournissent des adblocks, qui annoncent des chiffres qui sont difficilement contrôlables. Si on prend AdBlock Plus, par exemple, ils sont à 85% d'utilisation. C'est-à-dire que quand quelqu'un a installé AdBlock, il est utilisé à 85% des URL. Mais en fait, c'est difficile de savoir réellement quel est l'usage de ces choses-là. Et on a des chiffres très différents d'un fournisseur. Voilà. Mais c'est massif. C'est massif, c'est majoritaire aujourd'hui. C'est de l'usage majoritaire. Alors, bah oui, Google Analytics, aucun problème. Google Analytics est déjà prêt pour fonctionner avec des identifiants, les fameux identifiants dont je parlais tout à l'heure, produits par Google. Donc, ce qu'il faut savoir, par exemple, aujourd'hui, ça a un peu énervé d'ailleurs un législateur américain, qui veut légiférer là-dessus, parce qu'il estime que c'est un problème. Lorsque vous naviguez de manière en incognito sur Chrome aujourd'hui, en réalité, Google sait quelle est la personne qui est en train de naviguer incognito. Parce que chacun peut être identifié par sa signature numérique et les identifiants que Google utilise sont capables de fonctionner et de reconnaître quelqu'un grâce à la signature numérique qui est un peu dégradée, mais qui est effectivement encore disponible quand on navigue incognito. Donc, vous pouvez encore avoir du ciblage publicitaire possible pour quelqu'un qui navigue incognito. Donc là, ce que Analytics va vous fournir, c'est des statistiques sur les visites qui sont basées sur ces identifiants. Donc après, un script de type Google Analytics fonctionne en first party, sauf si vous avez mal implémenté votre tag. Et donc, c'est un script qui tourne sur votre site web. Et donc, il n'y a aucun problème pour mesurer les autres indicateurs. Donc, les outils de Web Analytics continueront de fonctionner dans un monde sans cookies. C'est l'identification des utilisateurs, notamment par exemple des clients qui sont connectés au niveau du Web Analytics, qui est potentiellement dégradé, mais qui ne sera pas totalement côté Google. Donc voilà, si vous avez encore besoin de regarder des stats de typologie d'audience, des stats démographiques par exemple sur votre audience, eh bien Google sera encore en mesure de vous les fournir.